Vous êtes bien sur la voie de Roise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Bonnard. Vincent, bonjour. Bonjour Antoine et bonjour à tous les auditeurs. Donc nous allons parler aujourd'hui jeux de société, puisque Vincent va venir avec sa triple, même quadruple casquette, puisque tu es un passionné de jeux de société depuis toujours, on va dire. Tu es ludothécaire, donc ça c'est ton métier. Tu es également auteur de jeux, tu nous en parleras, et tu es également rédacteur dans un magazine spécialisé de jeux de société. Donc tout ça, ça va faire plein de jolis sujets qu'on va évoquer durant cette heure d'émission. Donc, dans un premier temps, ce que on va faire, Vincent, tout simplement, c'est que tu vas te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours et nous parlerons des autres sujets après quelques coupures musicales, puisque dans l'émission, le fil rouge, ça sera U2 aujourd'hui, parce que tu nous as sélectionné un album. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Donc, je te laisse te présenter, Vincent. Eh bien, en fait, tu m'as présenté comme étant joueur de jeux de société depuis toujours. En fait, c'est bien ça. Alors, joueur de jeux de société et puis joueur de jeux vidéo aussi, parce que je suis né dans les années 80. Et du coup, mon enfance a été accompagnée des premières consoles de jeux vidéo, la Master System, la NES, la Super NES. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes ludiques, avant de me tourner un petit peu plus tard vers le jeu de société, avec les premiers HeroQuest, par exemple, dans les années 92, je crois, 92, HeroQuest. C'est ça, voilà. Un cadeau offert par un grand-père ou une grand-mère qui avait trouvé ça du coup en grande surface et puis du coup qui a ouvert de nouveaux horizons avec le médiéval fantastique, avec les sorciers, les trolls, les gobelins et autres. Et puis c'est ce qui a accompagné en fait toute mon adolescence, qui m'a nourri du coup, enfin qui a nourri mon imaginaire et qui a nourri du coup mes univers. Et donc tu as commencé par le jeu vidéo, si j'ai bien compris. J'ai commencé par le jeu vidéo, tout à fait. Je rebondis parce qu'on a fait justement une émission sur l'histoire des jeux vidéo. J'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs sur cette antenne avec mes amis du Nemco Show. Et ce que je dis toujours, c'est qu'il faut arrêter de mettre en opposition le jeu vidéo et le jeu de société. Ce ne sont pas deux rivaux, ce sont deux façons de jouer de façon complètement complémentaire et qui peuvent aussi se jouer ensemble maintenant avec des façons de jouer différentes avec les tablettes. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais je tenais à le préciser. On peut être un grand amateur de jeux vidéo et de jeux de société en même temps. Et c'est un de nos points communs. Mais les deux, en fait, se sont nourris et continuent à se nourrir. Hein. Si aujourd'hui, du coup, on a un tel élan sur le jeu de société, donc les médias commencent à s'en emparer, le jeu de société est partout dans la vie des jeunes adultes et même partout dans la société avec ce qu'on appelle la gamification. Exactement. C'est le fait de trouver, du coup, des éléments ludiques de plus en plus partout autour de nous. C'est bien parce qu'en fait, le jeu vidéo nous a éduqués en tant que joueurs et qu'aujourd'hui, dans la vision du jeu, le jeu n'est plus destiné aux tout petits, comme il pouvait l'être en fait il y a encore une vingtaine d'années, mais nous sommes aujourd'hui en tant qu'adultes convaincus de l'attrait du jeu, de l'importance du jeu, et comme il nous a accompagnés, nous en avons une vision nettement plus positive. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui du coup a nourri le jeu vidéo se transpose aujourd'hui sur le jeu de société à travers les jeunes adultes, enfin plus si jeunes que ça, que nous sommes. Voilà. Et donc quand tu me parlais de ton parcours quand tu étais jeune, donc les jeux vidéo, comme beaucoup d'enfants de notre génération, en tout cas des années 80, on a grandi avec ça. On a aussi grandi avec les jeux de société. Tu me donnais l'exemple d'HeroQuest qui est un superbe jeu pour faire découvrir le monde héroïque fantastique aux enfants et aux adolescents, ou à certains adultes, même si les règles sont assez simples, donc les adultes iront sur des jeux plus poussés. Mais du coup, est-ce que tu es passé aussi par la case des jeux, on va dire, traditionnels, puisque quand autour de moi je parle de jeux de société, souvent on me dit « Ah oui, le Monopoly, la bonne paye ». Et ça, des fois, ça Oui, et puis on peut ajouter. Ça m'agace un tout petit peu des fois, parce qu'il n'y a pas que ça. On peut ajouter le jeu de loi, le jeu des petits chevaux. Alors on a tous en exemple en fait des parties en famille avec les parents, les frères et sœurs, des parties interminables, hein, parce que ça soit le Monopoly ou le jeu des petits chevaux, on était en moyenne sur 1h30, 2 heures de partie, et puis c'était bien rare. Quand on allait au bout. Voilà, c'était bien rare qu'elle soit menée au bout. Assez souvent, du coup, il y avait un mouvement d'humeur ou tout simplement en fait un ras-le-bol qui faisait que la partie a été arrêtée. Donc oui, j'en ai eu quelques-unes à mon actif, mais peut-être moins que des parties d'HeroQuest au final.
Et donc, tu es allé rapidement vers des jeux plus complexes alors, puisque... Et ben en fait, c'est plutôt le jeu vidéo en fait qui a continué à nourrir du coup ma fin d'adolescence et mon début de vie d'adulte. Il y a le fameux World of Warcraft au début des années 2000 du coup qui a totalement révolutionné le jeu vidéo avec le côté massivement en ligne. C'est-à-dire qu'on se retrouvait plus tout seul à jouer avec sa machine, on se retrouvait avec plein de copains, avec ses copains du coup, avec ses amis, le soir à 21h jusqu'à 22h, 23h, parfois minuit, pour du coup passer un moment ensemble. Et donc au-delà du jeu en lui-même, il y avait tout l'aspect en fait vie sociale qui était nourri à travers le jeu. Et donc en fait pendant ces années-là, le jeu de société a été un petit peu mis de côté. D'accord. Et puis en 2003-2004 en fait parce que en fait lors de soirées on avait envie du coup de de retrouver des moments agréables ensemble avec nos amis, on a commencé à regarder ce qui se faisait autour du jeu de société. Et puis c'est l'année où il y a des jeux comme Bang qui arrivent. C'est un jeu en fait dans lequel on est tous des cow-boys et grâce à une carte attribuée de manière cachée, et en fait on va avoir un rôle. Alors on va être soit le shérif, soit un adjoint, soit un hors-la-loi. Et puis comme ça, le temps d'une partie sur 1 heure, on va jouer tous ensemble à essayer de se démasquer les uns les autres, un peu comme les loups-garous de Tierce-Lieu, peut-être un petit peu plus connus. Et du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ton approche du jeu de société, tu l'as eu, là c'est plus dans une approche jeu d'ambiance finalement. Les exemples que tu me cites, c'est des jeux avec un univers, une ambiance, une interaction avec les autres. C'est ça qui t'a vraiment plu dans le jeu de société finalement, cette interactivité avec les autres joueurs, le fait d'être tous autour d'une table et de... Alors oui, mais quand même avec une recherche du coup de mécanique assez fouillée, assez approfondie, un peu stratégique, parce que là du coup on est au début des années 2000. Alors il y a certes des jeux comme les Colons de Catane, mais moi qui m'étais pas encore arrivé. Et dans les années 2005-2008, on commence à voir les jeux qu'on appelle les jeux de pose d'ouvriers, comme l'Âge de Pierre, qui est du coup un grand classique. Et là du coup on est sur quelque chose de bien plus cérébral, bien plus stratégique, bien plus poussé. Et en fait, sûrement moi aussi en évoluant, du coup je me suis retrouvé sur ce type de jeu. Parce que moi, ce que j'aimerais comprendre, pour avoir eu l'occasion déjà d'être venu chez toi et de voir ta très grande, c'est un euphémisme, collection de jeux qui te prend des pièces entières. Oh, j'exagère un peu, mais bon, quoi que... Non, ma femme serait d'accord. Voilà. C'est comment on est passé du joueur ado, jeune adulte qui avait un HeroQuest et qui jouait avec ses copains jusqu'à aujourd'hui quelqu'un de passionné qui va avoir des dizaines ou des centaines, je me trompe pas si je dis des centaines. Pas loin du millier, oui. Ah, donc j'ai pas tout vu alors je crois. De jeux de société chez lui. Comment on en est venu à cette faim, cette soif de jeu et de faire partager aussi à sa famille et à ses amis le jeu de société? Il y a deux choses qui se sont un peu entre-nourries. En fait, c'est tout simplement le fait d'avoir envie d'organiser des soirées avec ses amis. Donc en fait, on se réunit une fois par semaine. Généralement, en fait, peu importe le jeu, c'est surtout l'ambiance qu'on recherche. Oui. Mais en fait, non. Enfin, peu importe le jeu, mais pas tant que ça, puisque on a une envie de découvrir, mais un peu comme lorsqu'on joue à un nouveau jeu vidéo, on se dit tiens, il y a une nouveauté, et puis tiens, il y a une nouvelle mécanique, tiens, un autre univers. Et on a envie d'essayer. Alors souvent, on emploie le mot tester, qui est pas toujours le bienvenu, parce qu'en fait, on en arrive à tester du coup des jeux plutôt que de jouer, ce qui est plutôt dommage. Mais en fait, c'est cette envie du coup d'avoir aussi une collection en fait pour pouvoir se dire tiens, j'ai des amis qui viennent chez moi, ils ont plutôt ce profil-là, ils aiment plutôt ça. Et j'ai à ma disposition tel ou tel jeu. Alors en fait, ça a suivi aussi un petit peu la production. Dans les années 2000, même 2005, on va dire, on est à quelques centaines de jeux. Une ou deux petites centaines de jeux produits par an, et aujourd'hui on est à 1400, 1500 jeux de société qui sont édités chaque année, ce qui du coup, si on le rapporte au nombre de jours dans une année, est assez incroyable. Et donc on se fait de temps en temps un petit peu piéger, mais comme tout collectionneur, dans les travers du coup de l'obtention, de l'objet physique. Et est-ce que c'est ta passion du jeu de société qui t'a amené à être ludothécaire? Bon, je pense que oui, quelque part, mais ou est-ce que c'est ton métier ludothécaire qui t'a fait
collectionner encore plus de boîtes et t'intéresser encore plus aux jeux de société? Qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est ta passion qui a nourri ton métier ou ton métier qui a nourri ta passion, ou un peu les deux en même temps? Eh bien, quand j'étais étudiant, du coup, j'étais bien loin de me douter qu'on pouvait avoir des métiers qui étaient liés au jeu. Typiquement, le jeu vidéo, à aucun moment je me suis projeté en tant qu'ingénieur informatique ou développeur de jeux vidéo. Donc, j'avais fait des études en parallèle, plus centrées sur la biologie, sur l'environnement, etc. Et puis, je suis entré dans la fonction publique, en fait, sur des métiers qui étaient liés à l'animation, à l'environnement et tout ce qui était développement durable. Et utilisant le jeu en fait dans ces animations-là et faisant le lien du coup avec ce qui était l'objet de ma passion du coup par ailleurs, j'ai eu envie en fait à un moment de découvrir ce que pouvait être le jeu avec une vision plus professionnelle. Alors j'avais du coup deux possibilités, soit du côté de l'industrie, du côté des éditeurs, ceux qui fabriquent les jeux, soit du côté de la médiation. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le métier de ludothécaire et donc qu'il était possible d'utiliser le jeu en fait en tant qu'outil pour créer à la fois du lien social et aussi être un vecteur de culture à travers les différents publics. Et tu fais une transition parfaite. C'est que ce que je te propose, c'est de faire une première coupure musicale et de nous faire découvrir le premier morceau que tu voulais que je passe aujourd'hui. Et nous parlerons plus précisément de ton métier de ludothécaire juste après la coupure musicale. Donc le premier morceau de YouTube que tu veux nous faire découvrir, je te laisse nous dire. Alors c'est sur l'album The Joshua Tree et c'est Where the Streets Have the Name. Tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble et aujourd'hui nous parlons jeux de société avec notre invité du jour Vincent Bonnard. Donc nous parlions avant la coupure musicale de ta passion en général pour les jeux de société, de ce qui t'a amené à en faire ton métier et là nous allons parler plus précisément du métier de ludothécaire. Est-ce que tu peux nous dire déjà succinctement en quoi consiste le métier de ludothécaire? Alors c'est un métier qui n'est pas forcément très connu. Si vous allez voir un conseiller d'orientation et vous lui dites plus tard je voudrais faire ludothécaire, il va sûrement avoir besoin de chercher dans ses archives. Et le métier auquel on pourra le plus facilement comparer, c'est le métier de bibliothécaire ou de médiathécaire. En fait, nous sommes des professionnels qui connaissons notre support, donc nous en l'occurrence le jeu, mais le jeu sous toutes ses formes, ce qui veut dire aussi le jouet, le jeu vidéo et le jeu de société. Et on a pour objectif en fait, de mettre en place des actions de médiation, de proposer des aménagements d'espace pour que le public puisse découvrir, puisse jouer tout simplement, avec du coup, un peu en fil rouge, l'objectif de faciliter la mise en jeu. Et comment on choisit les jeux qui vont être mis, puisque pour nous rappeler, tu vas nous dire ton parcours, dans quelle ludothèque tu as travaillé et comment tu as pu imposer peut-être tes choix ou, j'allais dire, ta ligne éditoriale, entre guillemets, des jeux que tu veux plus mettre en avant. Est-ce que c'est un choix qu'on t'impose? Est-ce que c'est vraiment toi qui as une liberté? Ou est-ce qu'il faut impérativement mettre toutes les nouveautés à tout prix? Comment ça se passe? Alors, au niveau de mon parcours, en fait, j'ai commencé à la Maison de l'Enfance d'Orly, qui est une toute petite structure, mais ô combien passionnante sur ses missions, puisqu'en fait, elle accueille le public scolaire, notamment, et avec 4 facettes qui correspondent aux professionnels qui sont là. Donc, il y a un animateur environnement, un animateur art plastique, un plasticien. On a également, du coup, un ludothécaire et un animateur qui est spécialisé sur le multimédia. Moi, à l'époque, du coup, j'étais sur le multimédia. Et donc, du coup, il y avait une ludothèque sur la structure, et c'est en regardant ma collègue que j'ai découvert du coup le métier de ludothécaire, ce qui m'a donné au début des années 2010 en fait de travailler dans une ludothèque. Et j'ai eu l'occasion d'entrer à ici les Moulineaux, en fait à l'espace ludique Marcel Aimé, qui du coup était créé pour l'occasion, donc en 2010, et qui venait compléter la ludothèque municipale qui elle avait déjà une petite vingtaine d'années. Et c'est là que j'ai véritablement compris ce qu'était le métier de ludothécaire et j'y suis entré avec le côté jeu vidéo en fait, parce que j'avais une expertise sur la connaissance du support, sur la connaissance des actions de médiation et je le nourrissais avec des parallèles avec ce qui était ma passion du coup du jeu de société. Donc je suis arrivé comme cela ici et j'avais pris la responsabilité de la structure quelques années après.
Et pour répondre à ta question, en fait, tout est question en fait, de projet de service, quant à savoir le type de public que tu vas accueillir. Une ludothèque, il faut quand même avoir conscience qu'en majorité, ce sont des 2-4 ans qui vont fréquenter la structure et donc qui vont venir chercher une proposition autour du jouet. Voilà. Ça, c'est une partie du public. On a aussi partie petite enfance. la partie enfance, petite enfance. On peut également, dans certaines ludothèques, pas dans toutes, avoir une partie dédiée aux jeux vidéo. Et donc, le jeu vidéo, il y a autant de façons de le proposer qu'il existe de supports différents et qu'il existe de visions de la médiation du jeu vidéo. Et puis, il y a le jeu de société. Alors, lui aussi, du coup, a des facettes un peu différentes parce qu'il faut à la fois faire découvrir les classiques. Le Verger, par exemple, un jeu à bas à partir de 3 ans dans lequel on cueille des fruits, ou Monza, un jeu avec des voitures et donc on va lancer des dés et par association de couleurs, on va faire progresser sa voiture. En fait, ça, ce sont des classiques et il faut les faire découvrir au public pour qu'ils aient un début de culture ludique. Et puis, sur le côté, en fait, sur les adultes, alors il y a aussi deux choses. Enfin, il y a deux types de publics un peu différents. Il y a le public qui n'est pas vraiment connaisseur et qui a envie de passer un bon moment. Et en fait, peu importe le jeu, il se confie au ludothécaire, il s'en remet au ludothécaire pour trouver le jeu adéquat. Et puis, il y a les autres passionnés les passionnés qui, eux, vont avoir envie de venir découvrir ce qui est nouveauté, une expertise, un jeu qu'ils ne connaîtraient pas et qui aurait véritablement des qualités quant à sa mécanique ou sur le côté illustration. Et donc toi, ton choix, est-ce que c'était toi qui avait le choix de ce que tu allais mettre en avant, ou est-ce que c'était entre guillemets il y avait un roulement imposé? Comment ça se passe dans... On est sur des métiers passion, en fait, un peu comme là je peux refaire le parallèle avec un bibliothécaire ou un médiathécaire. Ce que tu fais découvrir le mieux, c'est ce que tu apprécies, c'est ce qui te passionne. Donc les ludothécaires ont carte blanche en fait pour dire faites un travail de veille, découvrez du coup les nouveaux supports et puis choisissez ce que vous avez envie de faire découvrir à votre public. Et donc toi, tu allais plus facilement mettre en avant telle ou telle nouveauté, par exemple, en fonction de peut-être ton ressenti, ou en tout cas de ce que tu penses, enfin le succès que tu penses que ça va avoir en fonction de ton public. Si tu as d'un côté, comme tu disais, des hardcore gamers qui vont aller chercher des jeux très complexes ou très longs, ou alors un public beaucoup plus occasionnel avec qui il faudra peut-être faire profiter des jeux plus simples, plus fun, plus rapide, et ça c'est le rôle des animateurs, c'est ça, puisque c'est le rôle des ludothécaires. Et puis tout à l'heure je parlais de culture ludique, je vais y revenir un petit peu. C'est bien aussi d'expliquer aux gens un petit peu les rouages de cette industrie. Quand on a un auteur, en fait, de regarder en fait quel est l'auteur du jeu et puis de se rendre compte que dans les jeux qu'on apprécie, il y a celui-ci, celui-là et puis encore un autre, et c'est le même auteur. Il y a peut-être une raison en fait, parce qu'il utilise peut-être le même type de mécanique, ou il a peut-être envie de créer le même type de sensation. De la même façon, sur les éditeurs, on peut aussi du coup aller regarder un petit peu plus précisément ce qu'il fait, parce qu'il y a souvent des lignes éditoriales qui permettent du coup de s'y retrouver. Si vous aimez bien les jeux d'ambiance, par exemple, c'est certains éditeurs que vous allez plus facilement retrouver ce que vous aimez. Et puis un troisième volet qui depuis, on va dire, 5-6 ans est vraiment sur le devant de la scène, c'est le côté illustration. Ici, on a créé un prix, le prix Ludia, qui est dédié à l'illustration de jeux de société. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Puisqu'on s'est rendu compte en fait qu'en ludothèque, alors à l'espace ludique Marcel Aimé, on met les boîtes en fait visibles sur leur illustration de face. Voilà, on les range pas comme des livres en fait sur des rayonnages latéraux et de face. Et on s'est rendu compte qu'en fait le premier contact entre le jeu et le public, c'était cette illustration. Bien sûr. C'est elle qui donne envie au public d'aller vers le jeu et de prendre la boîte, de l'ouvrir et puis de regarder son contenu. Comme une affiche de film quelque part. Voilà, ou une première de couverture sur un livre, en fait, c'est l'accroche visuelle. On est une société du coup très visuelle de communication, et donc en fait cet aspect-là n'y déroge pas. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait aussi du coup expliquer aux gens le travail de l'illustration et réussir à donner quelques ficelles pour que le public réussisse à comprendre un peu quelles étaient les problématiques et comment le produit, si on parle de produit industriel, du coup, était fabriqué, était conçu. Et alors, une petite question technique, mais quand vous êtes en salle et avec les centaines de boîtes de jeux, les ludothécaires, ils connaissent quand même pas par cœur toutes les boîtes de jeux. Si je suis un joueur et que je t'appelle à l'aide, est-ce que tu es capable de m'expliquer n'importe quel jeu qu'il y a dans la salle ? Alors, on y travaille beaucoup sur notre temps personnel, parce que du coup, ça serait fou. En moyenne, je dirais qu'un ludothécaire connaît à peu près la moitié des jeux
jeux qui sont en salle, et ce qui est déjà du coup bien suffisant. Énorme, oui. Voilà. Parce que pour le public un peu néophyte, en fait, là, on va poser des questions pour cerner les envies et on va réussir comme ça à dire voilà, vous êtes 4 à vouloir jouer, vous avez combien de temps devant vous? Cette question est cruciale. Oui. Combien de temps vous avez devant vous? Oui. Voilà, vous avez moins d'1 heure, et c'est moi qui vais être force de proposition sur le jeu que je vais choisir pour vous. Et en fonction de ce que vous aurez apprécié ou non sur ce jeu, je serai capable de rebondir et d'aller en chercher un autre. Voilà. Alors il y a peut-être pour le public un peu plus connaisseur et un peu plus expert, mais là en fait on est presque d'égal à égal, voilà, oui. entre eux et nous, puisque eux, c'est peut-être eux qui vont te faire découvrir des jeux. Et ça arrive régulièrement et c'est un vrai plaisir aussi. Et puis même pour un public moins expert, lorsqu'un enfant du coup nous présente un jeu qu'il a adoré, que quelqu'un d'autre lui a fait découvrir, c'est toujours un chouette moment de partage et de convivialité du coup qui se crée par cette explication de règles. Donc il y a tout un rôle de, je dirais un peu de pédagogie avec les joueurs quand ils viennent, puisqu'ils vont attendre aussi d'un ludothécaire qu'il puisse l'orienter, ce que tu disais. Donc c'est un vrai métier à part entière, un petit peu comme si tu faisais la comparaison tout à l'heure. Je rentre dans une librairie, dans une bibliothèque et je dis en gros j'aime bien ça comme genre de livre, comme genre de thème, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est ça aussi, donc le métier du ludothécaire, c'est vraiment cette connaissance globale et de pouvoir s'adapter à chaque joueur. C'est exactement ça. Et alors la comparaison du coup avec le vendeur de la boutique de jeu aussi pertinente en fait. Oui. Voilà. Sauf qu'en fait nous on se détache de toute liaison mercantile en fait avec le public. On est là que sur de l'accessibilité et de la mise à disposition. Souvent dans les ludothèques comme dans les médiathèques en fait on va pouvoir emprunter par la suite le jeu auquel on a joué ou le jeu qu'on a découvert. Et ça c'est aussi chouette de se dire on met à disposition du coup une collection de jeux et de jouets dans l'objectif que le public du coup puisse y rejouer chez eux. Et donc maintenant je vais faire une transition sur la création du jeu, puisque on va refaire une pause musicale et après on parlera de ta casquette de auteur-créateur de jeu et tu nous expliqueras un petit peu ce qui t'a amené à vouloir créer un jeu et surtout quel est le processus de création de jeu entre l'idée de départ et le jeu final qu'on va mettre en rayon ou dans une ludothèque pour que les gens y jouent. On fait la deuxième coupure musicale toujours avec l'album de U2 et le morceau numéro 2 que tu veux nous faire écouter, Vincent, je te laisse l'annoncer. I still haven't found what I'm looking for. C'est parti. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes toujours sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour l'émission 1 heure ensemble, avec aujourd'hui notre invité Vincent Bonnard pour parler de jeux de société. Donc nous parlions juste avant de ton métier de ludothécaire. Et là, j'ai envie que tu nous parles un peu plus d'un autre aspect de ta passion, qui est la création de jeux de société, vu que tu es auteur, tu as créé des jeux. J'ai vu que tu avais ramené des boîtes d'ailleurs, si tu veux. Tu es filmé, donc tu peux montrer à la caméra. Dis-nous, au niveau de la création, comment ça t'est venu et comment ça se passe entre l'idée de départ et la finalisation du projet? Comment ça se passe ? Alors, ça m'est venu en fait bien malgré moi. J'aurais eu tendance à considérer qu'en fait, auteur de jeu, c'est un vrai métier, c'est un métier à part entière. Il faut une approche du coup très professionnelle pour être pertinent dans ce qu'on propose. Et j'ai toujours regardé ça, moi en tant qu'amateur de jeu, avec un profond respect sur l'ingéniosité, la créativité du coup des auteurs. Je crois que celui que je préfère, c'est Vlaada Chvátil, qui du coup, lui, à chaque fois, en fait, arrive à transposer des mécaniques de jeux vidéo sur des éléments de jeux de société. Le premier en fait que j'ai créé du coup est God Save the Queen. Ça a été édité chez Sit Down, c'était en 2015-2016 et en fait la création s'est passée de manière un peu atypique. C'est que sur Issy-les-Moulineaux, du coup je reviens à mon métier de ludothécaire, de temps en temps avec certains éditeurs on me demandait de faire de la veille sur des prototypes, puisqu'on avait du coup de jeunes auteurs qui venaient de temps en temps proposer et avaient besoin des retours du public, donc ils faisaient tester leurs prototypes. Et on m'avait demandé de faire un travail de veille en fait sur la guerre de 14-18, parce que dans ces années-là, donc si je remonte
à 2014, on était en fait au début des commémorations du centenaire sur la Grande Guerre. Et donc, il y avait des éditeurs qui avaient envie en fait de sortir des jeux avec cette thématique-là. J'ai rien vu venir parce que c'est une thématique vraiment très particulière. Enfin, j'y reviendrai sûrement un petit peu plus tard. Et le temps d'un voyage en voiture, en fait, en descendant en vacances en Dordogne, j'ai eu en fait envie de poser sur papier des mécaniques que j'avais en tête. En fait, c'est un peu centré comme ça. C'était des choses auxquelles j'aurais envie de jouer, mais des choses qui n'existaient pas. Et le temps du trajet, en fait, tout était posé. Alors c'est un jeu plutôt simple. Tout était posé, imbriqué, calculé, réglé. Et c'est ce que je retrouverai du coup sur les autres façons de développer mes jeux. Et donc si bien qu'en fait en arrivant, le jeu était déjà terminé, était déjà calé. Et donc c'est un jeu en fait qui se jouait exclusivement à 4 joueurs. Donc je peux montrer la boîte du coup à la caméra qui est là, qui avait pour thématique originale Verdun. Pour revenir du coup à ce qui était soulevé. Et c'est un jeu en fait quelque part de non-communication par équipe. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque équipe, il va y avoir le roi et il va y avoir son seigneur de guerre. Et en fait, en jouant des cartes, ces cartes vont révéler sur leur dos des indices. Et il va falloir comprendre les indices qu'a joué son partenaire, tout en ne se faisant pas décrypter par son adversaire qui va voir les mêmes cartes que celles de son partenaire. Et donc, du coup, initialement, c'était sur la bataille de Verdun avec le général des armées et puis celui qui était sur le terrain. Et donc, lorsque je l'ai présenté à l'éditeur, ça n'a pas du tout... Enfin, ça que moyennement plu. En fait, ça a divisé l'équipe. Il y avait 2 personnes qui ont adoré et 2 personnes qui ont beaucoup moins aimé. Et notamment parce que c'était un jeu d'affrontement et que sur la Première Guerre mondiale, on a encore un détachement relatif à l'histoire, parce que c'était du coup l'une des guerres la guerre la plus meurtrière. Et c'était difficile de réussir à jouer et de passer un bon moment en bombardant avec de l'artillerie, en utilisant un gaz pour tuer l'autre. Pas très gai comme thème. Non, et d'ailleurs, si on regarde bien avec un petit peu de recul, les éditeurs qui ont sorti un jeu autour de cette thématique ont sorti des jeux coopératifs où il était donc les Poilus par exemple, ou les Taxis de la Marne, et il était question de s'entraider pour réussir à surmonter une épreuve difficile. Donc du coup, ça ne se fait pas, l'éditeur n'est pas intéressé par le jeu, et le prototype reste comme ça dans mon sac pendant un moment. J'y fais jouer des amis, en fait mécaniquement ça me plaît bien, j'ai vraiment réussi à atteindre l'objectif que je voulais. Et un réveillon en fait chez des amis, alors avec l'équipe de Plateau, on en parlera tout à l'heure, c'est l'équipe du magazine, c'est le magazine pour lequel j'écris régulièrement, et on a sorti le proto et on a passé un très bon moment. Et il y avait un éditeur du coup, l'éditeur Sit Down, qui était présent à la table. On y a joué plusieurs fois durant la soirée, et le lendemain il m'a dit mais en fait le jeu j'ai adoré la mécanique et j'aimerais beaucoup l'éditer. Et donc, voilà, c'était parti. On s'est lancé dans cette aventure, et ses premières réserves étaient sur la thématique en elle-même. Donc, on revenait à ce qui m'avait été dit la première fois. Et que dire de plus que lors du Salon des Scènes, donc c'est un salon international qui a lieu en Allemagne, on a voulu faire jouer Verdun du coup au public, et ça a été particulièrement difficile de faire jouer français et allemand. Oui, c'est assez, surtout comme tu disais, c'est encore frais. C'est encore frais, tout à fait. Dans les mémoires. Et c'est là en fait qu'on a acté le fait qu'on change totalement de thématique pour s'orienter vers des Goths, donc les Visigoths et les Ostrogoths là qu'on voit sur la boîte. C'est un peu plus lointain historiquement. Voilà. Et c'est beaucoup plus cartoon dans l'univers et dans l'ambiance. Et en fait là on pouvait enfin rigoler de rater ou de réussir des occasions, et c'était plus du gaz qui était utilisé, c'était des rats, c'était des vautours, enfin voilà, on avait une ambiance du coup très décalée. Et ce qui a été du coup formidable sur cette aventure-là, c'était de me retrouver en fait sur des salons à présenter le jeu, mais c'était un jeu que j'avais créé, et donc par rapport à la facette ludothécaire dont on a parlé tout à l'heure, et je me servais du coup de mon propre jeu sur des actions de médiation avec les mécaniques que j'avais voulu créer et que je voulais transmettre aux gens. Et voilà. Et ça du coup sur les salons, ça s'est très, très bien passé avec l'éditeur que je remercie encore, et du coup j'ai vécu une très chouette expérience qui venait compléter du coup celle du métier de ludothécaire. Et donc je rebondis sur ce que tu nous disais sur le côté plus cartoon aujourd'hui de ton jeu, c'est que la mécanique que tu as eue depuis le départ, elle est toujours là, donc c'est une mécanique qui plaît et qui a plu aux éditeurs, et donc c'est vraiment on va dire la forme qui était un peu dérangeante, si je puis dire, de par le thème. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'illustration, comme quoi l'illustration a une place très importante dans le jeu finalement.
On peut avoir une bonne mécanique, mais si on se trompe un peu de thématique ou que les illustrations ne sont pas adéquates, on peut passer à côté de quelque chose. C'est ça, c'est la juste adéquation entre l'ambiance créée par le jeu et ses subtilités mécaniques. Et voilà, d'où l'importance de l'illustration. Et d'ailleurs, l'illustrateur qui a illustré God Save the Queen, c'est celui qui a également illustré Magic Maze, qui a été du coup lui un très grand succès, alors que God Save the Queen, ça a été un joli petit succès. Et tu en as créé d'autres depuis ? Alors il y en a eu un autre du coup qui est sorti l'année suivante, c'est Crazy Turf, voilà, qui est ici. Et alors là, du coup, l'aventure est assez drôle et assez singulière parce que du coup, l'illustrateur est un ami, c'est Cyril Bouquet, qui habite en Dordogne, que je vois régulièrement du coup lors de mes vacances, parce que je crois que vous l'avez compris, j'aime bien la Dordogne. Oui, on a cru comprendre. Oui. Et donc en fait, ça a été quelque chose qui a été fait presque uniquement à quatre mains, avec une relation du coup un peu intime entre l'illustrateur et entre l'auteur, à rebondir l'un sur l'autre, à revenir en fait pour ajuster les éléments mécaniques par rapport aux éléments de l'illustration. Et on a fonctionné en temps contraint. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur la création, c'est avoir en fait un cahier des charges un peu défini. Là sur Crazy Turf, ça allait presque en fait jusqu'aux contraintes du matériel. Je savais à combien de cartes j'avais le droit en fait pour créer le jeu. Je savais la thématique, je savais l'univers et donc en fait je devais travailler avec tous ces éléments là pour arriver à la justesse mécanique que je souhaitais créer. Et est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des créations, des idées de création qui soient avortées finalement, puisque après coup, ça ne prend pas. Voilà. Parce que ça t'est déjà arrivé. Alors, ça m'est arrivé, mais en fait, j'ai pas encore fait le deuil de ces créations dans le sens où je continue à les faire évoluer. C'est-à-dire que là, j'ai un jeu en fait autour du casino avec des dés qu'on va lancer de manière un peu frénétique pour essayer de retranscrire l'ambiance d'une machine à sous. Et pour l'instant, il manque un petit ajustement mécanique, un petit quelque chose, mais qui fait la différence entre un bon jeu et puis un prototype. Donc, ce jeu-là, je le ressors de temps en temps, je le fais tester parce que là, on est vraiment en termes de vocabulaire sur du test. Je le fais tester à des joueurs pour avoir leur ressenti et puis pour essayer de continuer à le mûrir et peut-être qu'à un moment du coup j'aurai le déclic qui permettra de terminer l'aspect mécanique. Et qu'est-ce que ça fait de voir entre l'idée de départ que tu avais pour God Save the Queen, tu avais une idée de départ dans la voiture avec la mécanique en partant en vacances, qu'est-ce que ça fait de voir le jeu fini dans une boîte, dans le rayon d'un magasin ou dans une ludothèque ? C'est l'aboutissement, c'est pas tant l'aspect matériel du coup qui m'a procuré beaucoup de plaisir, c'est la mise en jeu. En fait, et je pense que c'est lié au métier de ludothécaire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de mettre en jeu avec le jeu que j'avais créé, avec les mécaniques et de voir que ce que j'avais eu en tête en termes de création et de sensation fonctionnait et de voir du coup des gens prendre plaisir autour de ça. Je pense que voilà, ça a été le plus bel accomplissement du coup de ce côté-là. Sur le côté matériel, je suis pas allé en boutique pour voir du coup le jeu sur les étals et je me suis un petit peu détaché de cet aspect matériel-là. Oui, puisque comme tu le disais, c'est une passion, mais pour connaître, de par ma vie associative aussi, puisque pour situer pour les auditeurs, j'ai présidé la ludothèque de Boulogne pendant de nombreuses années, et c'est comme ça qu'on se connaît. Et nous aussi, on a le concours de créateurs à Boulogne-Billancourt. Et quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec des créateurs, ils m'expliquaient qu'effectivement, d'une part, dans le processus de création, comme tu dis, c'était eux ce qu'ils veulent, c'est que les gens prennent plaisir, voilà, au-delà du côté mercantile, mais aussi que, soyons clairs, il faut souvent que ça soit un métier bis, créateur de jeux. Rares sont ceux qui ne font que ça, puisque d'un point de vue financier, c'est pas quelque chose qu'on va faire pour, on va parler vulgairement, pour se faire de l'argent. C'est une passion qu'on va transmettre et puis on sait pas trop après le succès que ça peut avoir en boutique, mais le tout, comme tu dis, même si il y a que quelques personnes qui vont jouer avec toi, qui vont prendre du plaisir, c'est là où tu vas vraiment trouver toi ton épanouissement. C'est que des gens s'amusent avec ton jeu.
Voilà, ouais, c'est totalement ça. Pour revenir sur ce que tu disais, en fait, en France, là aujourd'hui, il y a 5-6 personnes, 5-6 auteurs qui vivent véritablement de leur activité. C'est-à-dire, en fait, 5-6 personnes pour qui il y a eu des jeux qui sont sortis de la masse, dont on parlait tout à l'heure, et qui ont réussi, du coup, à s'inscrire de manière durable sur le paysage ludique et donc, du coup, dans les boutiques. Sinon, à chaque fois, et c'était le cas pour God Save the Queen, il sort à un moment, il vit, donc c'est-à-dire que la production qui a été faite, du coup, est vendue, et puis, c'est pas toujours, et ça n'a pas été son cas, il n'y a pas de retirage de prévu parce qu'en fait les éditeurs et les joueurs préfèrent avoir une nouveauté plutôt que d'installer durablement des jeux qui sont des jeux moyens, on va dire. Après, c'est aussi la règle, puisque toi, en tant que ludothécaire, tu fais régulièrement tourner les jeux que tu proposes dans tes ludothèques. Donc, quand on fait un jeu, il y a certains gros succès qui vont durer des dizaines d'années, mais il y a un roulement naturel quelque part dans les jeux qui sortent. Un jeu, est-ce qu'on peut dire qu'il a quelque part une durée de vie ? Est-ce qu'il y a un effet mode ou est-ce qu'on peut dire ça ? C'est totalement ça. Et en fait, en ce moment, du coup, le marché est un peu fou. La durée de vie d'un jeu, c'est raccourci pour arriver jusqu'à 2-3 mois, ce qui est peut-être même bien trop court. Parce que le temps d'arriver sur les étals, en fait, avec une ou deux actions de communication, et en fait, le suivant est déjà dans les cartons, du coup, en train d'arriver. Et le ludothécaire que je suis, du coup, essaye aussi de prendre un petit peu de la mesure de cette folie-là. Souvent maintenant, en termes de politique d'acquisition, il n'est pas rare qu'on se dise qu'on attende 6 mois en fait, avant d'acheter un jeu par rapport à sa date de sortie. Comme ça nous permet de voir si effectivement c'est un bon jeu ou s'il y a juste le buzz, c'est-à-dire le côté un peu commercial qui survend un petit peu le jeu. Et puis, de temps en temps, on se dit non, en fait, je vais préférer aller chercher dans mes vieilles tablettes en fait, un classique plutôt que de faire jouer à une nouveauté dont je ne suis pas tout à fait certain de la qualité. Puisque forcément, du coup, avec autant de création, on n'a pas autant d'innovation et d'originalité qu'on l'avait il y a quelques années. C'est le revers de la médaille du succès du jeu de société, c'est qu'effectivement on va avoir de plus en plus de volume et peut-être de plus en plus de consumérisme quelque part. Oui, c'est un peu le revers de la médaille du succès du jeu de société. On va refaire une pause musicale et juste après tu nous parleras de ta casquette de rédacteur et tu nous parleras un petit peu de cet aspect je dirais critique, on va dire, du jeu de société et comment finalement c'est un peu compliqué, comment on peut décortiquer un jeu, dire s'il est bien ou pas bien, et voilà. Et puis moi je serais curieux de savoir comment, jusqu'à quel point on peut entre guillemets pas démonter un jeu, mais les limites qu'on se fixe quand on écrit un article sur un jeu. Le troisième morceau que tu veux nous faire écouter du YouTube, c'est l'un des plus beaux slows qui existent, c'est With or Without You. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble avec Vincent Bonnard aujourd'hui pour parler jeux de société. Donc nous avons évoqué ton côté créateur de jeux, ton métier de ludothécaire, et là nous allons parler de ton rôle de rédacteur dans le magazine Plateau, qui est un magazine dédié aux jeux de société. Et donc la question que je te posais avant la publicité, c'était de savoir, voilà, en quelques mots, comment se passe le côté testeur critique, si je puis dire, dans un magazine. Comment tu procèdes pour écrire une critique ? Est-ce que déjà c'est juste toi qui y joues ? Est-ce que tu fais plein de parties avec plein de gens différents pour avoir des ressentis différents ? Comment ça se passe ? Alors déjà, en fait, le fait d'écrire pour un magazine papier donne du temps par rapport au net. En fait, avec Internet, du coup, il y a énormément de sites maintenant qui sont dédiés aux jeux de société et tout va très vite parce qu'en fait, le jeu est à peine sorti. Ça, on revient à la durée de vie dont on parlait tout à l'heure. Que en fait, il y a déjà des critiques et des gens qui y ont joué des fois, du coup, très rapidement pour être le premier, du coup, à pouvoir parler du jeu. L'avantage de la presse papier, alors du coup, je fais comme tout à l'heure, je montre du coup un exemplaire là du magazine, c'est qu'en fait, on a le temps. Ça, à partir entre le moment où on va recevoir le jeu
et puis le moment où ça va paraître et être dans les mains des lecteurs, il se passe souvent du coup 2 à 3 mois. Et du coup, ça nous demande, enfin c'est une autre exigence en termes de ligne éditoriale, puisque du coup, il faut apporter du fond. Il ne faut pas être dans l'immédiateté de tout ce qu'on va lire sur le net, où du coup, on a une critique un peu à chaud, mais il va plutôt être question d'apporter du fond. Donc, on a souvent, lorsqu'on va parler d'un jeu, on va avoir rencontré les auteurs, par exemple, avec une interview. On va essayer de faire un guide stratégique, comment bien débuter, quels sont les éléments un peu tactiques, et puis on va mettre un peu tout ça en perspective en disant, voilà, ce jeu-là, il vient de sortir, mais en fait, qu'est-ce qui s'est fait avant et dans quelle lignée, en fait, il s'inscrit. Donc, du coup, tout ça apporte un petit peu d'éléments, objectifs. Par rapport à la chronique du jeu. On parle plus de chronique que de critique, parce que critique c'est quand même un peu spécifique. Voilà, alors d'autant plus comme je suis auteur, alors les deux activités en fait sont faites en tant qu'amateur, que ça soit auteur, tu l'as dit tout à l'heure, très peu de personnes en fait en gagnent leur vie, et c'est encore plus vrai du coup avec la presse, surtout avec la presse papier. C'est en ce moment un petit peu difficile pour la presse papier d'une manière générale, et Plateau en fait c'est une équipe d'amateurs, de passionnés qui a eu envie en fait, un peu comme le métier de ludothécaire, en fait, le point commun est là, d'aller du coup au devant du public pour les aider et pour les accompagner sur le choix du jeu. Donc par rapport à ça, en fait, quand on va recevoir un jeu, donc on va déjà, comme je l'ai dit, du coup le mettre en perspective pour comprendre dans quelle vague, dans quelle mouvance en fait il s'inscrit, et après il va falloir jouer. Ça c'est le côté le plus agréable, il va falloir jouer et rejouer. En moyenne il faut au moins 4-5 parties pour du coup donner du corps à une chronique, et puis il faut y jouer avec des personnes différentes, il faut jouer dans des configurations différentes. Il y a par exemple des jeux qui sont très bons à 3 joueurs, mais qui du coup à 5 joueurs vont avoir des limites. Donc il va falloir qu'on en fasse quelques parties sur un temps accéléré, un temps restreint, et pour pouvoir après en fait réussir à dégager le contenu de ce qu'on va vouloir dire, sachant qu'en fait chaque chronique, en tout cas dans Plateau, est fait comme ceci. On a tout d'abord la description du matériel, donc quelque chose de très factuel, l'explication des règles, donc là on essaye d'être synthétique, et après du coup le ressenti, la partie un petit peu plus subjective sur le jeu en lui-même. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire une chronique d'un jeu qui ne t'a pas plu? Et qu'est-ce qu'on se fixe comme limite? Parce que toi qui es auteur, tu vois bien que pour un créateur, c'est son bébé, le jeu, quelque part, c'est sa création. Donc c'est un peu délicat d'aller dire à quelqu'un, t'as planché pendant des mois pour faire un truc, puis en fait, c'est pas bien. Je grossis le trait volontairement, mais... Alors, d'une manière globale, en fait, s'il y a beaucoup de jeux moyens, il n'y a pas de jeux mauvais. Parce que justement, en fait, il y a plein de garde-fous, il y a plein d'étapes, de tests, de maturation. Et s'il y a vraiment un jeu mauvais du coup qui est édité, c'est que justement ces étapes n'ont pas été respectées. Oui. Voilà. Et en fait, on en a très peu de jeux mauvais. En fait, sur Plateau, alors on n'est jamais à l'aise avec le côté note, c'est plutôt des couleurs qu'on met. Donc la couleur la plus mauvaise, c'est le rouge, et c'est très rare. À peu près un magazine sur 2 va peut-être avoir un rouge. Voilà. Par contre, il y a nettement plus de orange, de jeux moyens, comme je disais tout à l'heure. Et les jeux vert pétant, vert brillant, du coup là ça devient un petit peu plus rare, parce qu'il est très rare aujourd'hui maintenant d'être vraiment surpris avec un côté très original, très novateur du coup dans le jeu. On a souvent du coup un peu le ventre mou, donc de temps en temps, là aussi à peu près un par magazine, on va avoir du coup le jeu qui nous a marqué. Alors quand je dis qui nous a marqué, en fait comme on a une équipe du coup dématérialisée, et en fait chacun du coup en Belgique ou en France du coup va recevoir des jeux, va se positionner sur le sondage pour savoir de quel jeu il veut traiter en fonction de ses affinités, et on ne joue pas ensemble en fait entre chroniqueurs. On va du coup solliciter nos amis. Alors certains ont un petit peu ras-le-bol, parce que du coup, vous voulez pas redécouvrir du coup ce dernier jeu-là? Ah, il va être bien. Je suis pas tout à fait sûr. Voilà. Donc il y en a certains qui perdent des amis comme ça. Et puis, et je me suis un peu perdu dans ce que je disais. C'était aussi du coup le fait de dire que dans la production d'une manière globale, on va plutôt avoir un moyen plus que des mauvais jeux. Et les mauvais jeux, lorsqu'ils sont faits, lorsqu'ils paraissent et lorsqu'ils sont édités, c'est que du coup il y a des étapes qui n'ont pas été respectées, et ça se voit en fait. Voilà. Si un jeu est vraiment mauvais, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est que les étapes de test ont été un peu grillées. Et pour le coup, oui, on va le dire. En fait, c'est par honnêteté par rapport au lecteur, mais aussi avec une certaine forme de respect par rapport à l'étape de création, on va écrire tout cela. Mais globalement, ce que tu me dis, c'est qu'il y a plutôt en général les encouragements du conseil de classe, si je puis dire, sur les jeux, c'est-à-dire des jeux sympas, des choses à améliorer. C'est ce que tu vas mettre en avant peut-être dans tes chroniques, c'est les points d'amélioration, mais globalement c'était quand même sympa. Alors, point d'amélioration, c'est compliqué parce que le jeu est déjà édité. Oui. Mais en fait, on contextualise. C'est-à-dire, en fait, si vous avez ce profil-là,
Si vous cherchez ce type de sensation, ce jeu va vous plaire. Toi, tu vas aider dans le ciblage finalement. Voilà, mais un peu comme le travail du ludothécaire. Exact, on en revient toujours à ce qu'on disait en début d'émission. Et donc pour finir cette émission, parce qu'on est tellement passionnés toi et moi qu'on pourrait en parler pendant 3 heures, j'avais envie, et tu m'en parlais lorsqu'on préparait l'émission, de citer quelques jeux, puisque on souhaite à nos auditeurs de ressortir très bientôt en forme de l'hôpital, soit de jouer chez eux, soit d'aller en ludothèque. Et comme on est à Boulogne-Billancourt, je reglisse une petite publicité pour la ludothèque, le centre ludique de Boulogne-Billancourt, quartier du Trapèze. Voilà, Une formidable ludothèque. Exactement, donc venez jouer quand vous sortirez en pleine forme de l'hôpital. Quelques petits coups de cœur que tu conseilles à nos auditeurs? Alors un coup de cœur, mais qui remonte déjà du coup à quelques années, mais tant mieux, justement, on a ce recul, c'est Love Letter. C'est en fait un jeu de Seiji Kanai, c'est un jeu du coup d'un auteur japonais, qui vient avec toute la dimension minimaliste, qui du coup est très culturelle, c'est-à-dire qu'en fait on a uniquement 16 cartes. Et en 16 cartes, en fait, Seiji Kanai nous propose un jeu de bluff et un jeu de déduction qui donne envie de jouer et de rejouer. Et alors, quand on en parlait, toi et moi, on parlait de nos coups de cœur. Moi, j'ai découvert un jeu hier, je l'ai fait découvrir à quelqu'un hier, je l'ai découvert que la semaine dernière. Pourtant, il existe depuis 15 ans, je crois, c'est Mr. Jack, qui est un jeu, voilà, le thème en quelques mots, c'est faut retrouver Jack l'éventreur et on joue un détective. Et le jeu de base est à Londres, où c'est un jeu asymétrique où on va avoir un jeu de cache-cache, où on va avoir les enquêteurs d'un côté, puis la personne qui a un rôle caché qui doit s'enfuir de l'autre côté. Et c'est un joli duel à deux, un joli cache-cache qui a une mécanique au départ qui peut sembler simple, c'est-à-dire que les règles sont relativement simples à expliquer, mais qui est d'une profondeur extraordinaire. Donc en duel en tout cas, c'est mon coup de cœur, vu que j'ai des amis qui me l'ont fait découvrir en ludothèque, et du coup je l'ai acheté hier pour jouer avec ma femme, et c'est un très joli jeu. Et un dernier jeu d'ambiance, peut-être un jeu de famille. Toi qui as des enfants, quel jeu tu conseillerais pour jouer en famille avec ses enfants à la maison? Alors sur le côté nouveauté, en fait, nous pas plus tard qu'hier aussi, on a joué à Wingspan, qui est édité du coup chez Matago, et c'est un jeu autour des oiseaux. Il va falloir du coup, poser des cartes oiseaux par habitat, leur faire pondre des œufs, les faire se reproduire, etc. Tout ça avec un maximum de combinaisons de pouvoirs. Voilà, mes filles ont adoré. Eh ben, écoutez, encore une fois, on invite nos auditeurs à venir en ludothèque et à venir jouer, parce que le jeu de société, c'est un outil formidable pour s'amuser, pour réfléchir, pour rencontrer des gens. On ne dira jamais assez, mais vraiment, le jeu de société a une place de plus en plus importante aujourd'hui, et tant mieux. Merci beaucoup, Vincent, de ta venue. C'était un grand plaisir pour moi de te recevoir. Merci à toi. Et chers auditeurs, on vous souhaite un très bon retour chez vous, portez-vous bien, et je vous rebascule sur le flux musical de La Voix d'Ambroise Paré. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.